Voilà, logiquement, vous avez cette image de départ, enfin, cette proposition de sujet de départ, l'artiste franco-suisse Agnès Turnauer. Par rapport à ce que nous avions déjà pu développer de sa démarche, donc elle était venue d'une pratique où l'abstrait était assez présent dans une conception de création de tableaux qui pouvaient mêler sur du papier ou sur de la toile, d'autres papiers collés, l'usage de bandes adhésives, de la peinture se mêlant des marqueurs. C'est une première proposition qu'elle a élaborée pendant plusieurs années. Et puis progressivement, elle a réintroduit la figuration, mais elle a beaucoup travaillé à partir de la notion de l'autoportrait. Cet autoportrait, cette figure, ce travail du nu s'est imposé à elle parce qu'elle a proposé aussi une réflexion sur les artistes importants de la modernité, des gens comme Courbet, des gens comme Manet, qui avaient imaginé faire évoluer le propos artistique, donc se détourner un peu de la grande tradition et modifier les conventions. Aujourd'hui, donc, dans des créations qui sont fin des années, fin 1990 ou début des années 2000, elle reprend certains sujets importants de l'histoire de l'image, mais elle va le traiter donc de façon tout à fait différente, comme étant une artiste actuelle. Et il y a, à travers des articles ou des textes que vous pouvez trouver sur Internet, notamment un contenu de phrases sur lesquelles je m'appuie ici. Je vous ai mis la référence en dessous. Donc, extrait de La peinture émancipée d'Agnès Turnauer par Clément Dirier en 2008. Clément Dirier est un journaliste, historien de l'art français qui, entre autres, dans cette petite réflexion, dit ceci: au croisement des deux pratiques, c'est-à-dire l'espace de l'écriture et celui de la peinture, il y a cette question qui est posée par le poète Dominique Fourcade, ouvrant l'enveloppe contenant les reproductions des tableaux photographiques, donc des tableaux photographiques d'Agnès Turnauer. Il dit: est-ce que je peux placer une forme? Donc, la notion de la forme qui va s'inscrire à l'intérieur d'un tableau. Dans cette série photographique où le tableau est omniprésent, donc il faut garder à l'esprit aussi qu'Agnès Turnauer développe sur plusieurs années parfois un même thème, que jamais son travail n'est terminé, qu'elle peut réutiliser un propos, le recadrer, le redécouper, venir le réinsérer dans autre chose. Donc, c'est vraiment cette notion de la série. Dans cette série donc photographique, où le tableau est omniprésent, cette forme qu'Agnès Turnauer a décidé d'affronter est l'une des plus difficiles qui soit, c'est le nu. Enjeu traditionnel de la représentation picturale et lieu du désir. Donc, la manière, si vous voulez, de se retrouver devant un travail d'Agnès Turnauer est de garder cette formulation posée ici par Fourcade: est-ce que je peux placer une forme? Donc, est-ce que je peux disposer un élément à l'intérieur du tableau par l'intermédiaire donc du nu et en quelque sorte modifier, réinterroger ce que peut être la notion du tableau. Et donc voici, là on est en 1998, parmi une série de travaux qu'elle réalise, ce qui appartient donc à un tirage photographique, pas très grand, vous voyez 15 sur 15. On a bien la présence du nu, c'est-à-dire on peut le voir, une partie du corps d'Agnès Turnauer. Donc la photo est complète, mais elle procède à un cadrage. À la limite, on pourrait même inverser l'image. Vous avez le même type de forme posée par la partie nue du dos qui correspondrait à celle du vêtement qui est doucement retiré. Ce rouge peut venir faire écho
donc au niveau du textile avec ses plis, au rythme appartenant à un travail qui est donc placé sur le mur de son atelier, travail réalisé par cette répétition du geste de ces courbes rouges. À côté, vous apercevez la présence d'un texte, rédaction de texte en encre verte. Et au centre de la photographie, vous retrouvez de nouveau ces deux bandes grises qu'on avait on avait eu l'occasion de voir dans des travaux plus abstraits. Donc, il s'agit ici aussi de la dimension de l'autoportrait qui se met en œuvre sur un fond qui est un travail en soi, qui est utilisé, superposé au corps d'Agnès. Donc, il est constitué d'une référence assez multiple à son propre corps, élaborant un geste, un mouvement, lien entre les textures et les couleurs, et proposition donc de venir créer une forme de relation à elle-même en tant qu'artiste, elle-même devenant peut-être le modèle de son propre travail. Donc, par rapport à ce que vous voyez, si on essaye de garder à l'esprit cette photographie, Clément Dirier continue, et je vous mets le texte sous les yeux parce que c'est peut-être plus facile pour l'intégrer. Clément Dirier continue en disant qui du modèle ou de l'artiste femme se montre ici à nos yeux dans la plénitude de sa féminité et de ses moyens. Le corps de l'artiste, ou son équivalent, est présent comme un corps s'affairant, se dévoilant, tout en restant insaisissable, partiellement hors cadre. Donc, si je vous remets l'image, on a le corps partiel de l'artiste, et c'est aussi le modèle qui se dévoile, une partie du corps, proposé donc dans un dispositif très équilibré, formant image saisie par le tirage, donc, la prise de vue photographique et puis l'impression, le tirage qu'on a sous les yeux. Donc le corps, il s'affaire, il est en dynamique, il est en mouvement, il se dévoile tout en restant insaisissable, partiellement hors cadre. Donc Agnès Tornauer, elle est l'auteur du propos de la photo, elle est le modèle, donc elle est en même temps le peintre, intervient une proposition picturale à l'arrière, donc sujet, support. Le corps se déshabille, se ploie, se couche, vit dans l'atelier dont il s'est fait une scène et un théâtre. Une nouvelle fois, nous sommes passés de la peinture de Chevalet, où le corps féminin est circonscrit à l'espace pictural, à une peinture d'atelier, où le corps féminin peut se déployer, où le corps féminin peut danser. Je crois vous avoir dit la semaine passée, en reprenant certaines images, que l'espace de l'atelier est prioritaire pour Agnès Tourneur. C'est-à-dire qu'il est un élément décisif de son processus créatif, pas simplement parce que c'est un espace où elle va travailler, c'est-à-dire elle va élaborer ses tableaux, mais aussi parce que c'est un lieu dans l'intimité duquel elle peut se déplacer, elle peut justement utiliser son propre corps, souvent dans la nudité, pour interagir avec les tableaux. Elle peut déplacer les tableaux, créer de nouvelles relations, de nouveaux dialogues. Et si vous vous souvenez, dans le petit texte où elle précisait que son tableau, que son espace d'atelier, pardon, lui faisait penser à Lascaux, c'était un lieu où elle était retirée du monde et où la dimension sensorielle s'amplifiait. Et à partir de là, cette émulation sensible l'invitait à déployer son geste créatif. Donc, son geste créatif, ce n'est pas simplement utiliser un pinceau, utiliser une paire de ciseaux, travailler avec des crayons de couleur. Le geste créatif, c'est au premier sens du mot, c'est le geste, c'est le corps qui se met en mouvement, qui élabore un geste. Et finalement, le tableau, c'est le prolongement, c'est la mise en œuvre, si vous voulez, du corps total dans l'espace de l'atelier, qui se donne après
à découvrir comme formant espace de tableau. Espace d'atelier permet de créer un espace de tableau dans lequel se trouve l'espace du corps d'Agnès Tourneur. Il y a vraiment cette progression de l'atelier au tableau et l'importance du corps qui fait le sens prioritaire de son travail. Donc ce corps est toujours un corps dynamique, toujours un corps en train de manifester quelque chose, de se déployer. Donc son espace d'atelier, comme le dit ici Clément Dirier, c'est aussi une scène, c'est aussi un théâtre. Je pense que le texte est assez clair à ce niveau-là. Il continue en disant, ces photographies reconfigurent les places du modèle, du sujet et de l'artiste en les identifiant en une seule figure. Donc Agnès Tourneur est l'artiste-auteur, elle est le modèle, elle fait son autoportrait, elle en devient le sujet même de son travail. Et il dit fait suffisamment rare pour être signalé. Pour autant, le mouvement du modèle peintre n'est pas celui d'un modèle ou d'un peintre au travail. En effet, contrairement à nombre d'autoportraits de peintres à la palette, Agnès Tourneur ne se figure pas en peintre qui peint, mais en femme évoluant dans l'atelier. Différence fondamentale. Au cours précédent, je remontrais l'atelier du peintre de Courbet. On le voit assis devant sa toile où il est en train d'élaborer une sorte de paysage. Il a la palette à la main et le pinceau de l'autre côté. Comme dans les Ménines de Velázquez, vous avez cet autoportrait. Velázquez fait face à sa toile dont nous ne voyons pas le contenu. Il a la palette à la main et il a le pinceau de l'autre côté. Donc, vous voyez ici la manifestation même du peintre dans l'histoire actuelle, contemporaine, n'est plus assimilée à la palette et au pinceau. Donc, le peintre devient littéralement une personne, comme il le dit ici, qui évolue dans l'atelier et qui s'implique à différents degrés, à différents niveaux, même sans s'assimiler à l'usage du pigment pictural. Vous voulez, la notion de la peinture et du tableau va être élargie par Agnès Tourneur comme grande représentante, si vous voulez, des propositions tout à fait actuelles. Donc Clément Dirier de dire, c'est de l'espace et de l'espace de l'art dont traite Agnès Tourneur et non d'une peinture enfermée. Ce qui est important pour elle, c'est que se débarrassant des catégories, se débarrassant des notions qui viennent clôturer, qui viennent fermer les espaces d'expression, elle invite plutôt au dialogue, à l'analogie, elle invite à être dans l'ouverture. C'est vraiment un des éléments essentiels de sa recherche. Comme celle-ci, le modèle dénudé, devenu peintre, s'émancipe des catégories établies pour redéfinir la conception picturale et notre relation au corps comme à la peinture. Je trouvais que les propos ici de Clément Dirier étaient extrêmement formulés avec précision pour bien mesurer vers quoi tend aujourd'hui la pratique de la peinture, ce que pourrait signifier le mot même de tableau chez certains artistes qui sont nos contemporains. Donc j'imagine que ça, voilà, que c'est recevable pour vous, ça vous paraît clair par rapport à la formulation. Donc ce sont d'autres paramètres avec lesquels on doit cheminer pour découvrir son travail, qui est un travail au sein duquel il y a des questions qui sont formulées, il y a des moments de l'histoire de l'art qui sont repris, et à partir de là, elle pose d'autres images. Donc elle retravaille, elle réouvre des questions qui sont formulées à d'autres moments de l'histoire de l'art. C'est ça, elle questionne l'espace et l'espace de l'art, comme dit ici Clément Dirier. Et pour illustrer cela, vous aviez peut-être vu dans une des photos de son atelier, apparaissait justement cette image, j'imagine que certains d'entre vous reconnaissent, hein, qui est un lien direct avec le tableau L'origine du monde peint par Gustave, par Courbet, Gustave Courbet, mais en même temps, vous voyez, elle est venue recadrer
et elle a comme réalisé une superposition, une surimpression d'une série de mots sur ce corps qu'elle a peint. Et peut-être parmi ces mots, arrivez-vous à lire, c'est une succession de personnalités quand même assez représentatives du monde de l'art, différentes périodes confondues. Et en cheminant, je pense qu'il y a un développement que vous pouvez découvrir en cheminant depuis des artistes plus éloignés de nous, comme vous arrivez peut-être à lire, en tout cas, je le fais pour vous, Aurélie Velasquez tout en haut, André Mantegna, Geneviève Tintoret, Mélanie Rembrandt, Janine Vermeer, Nicole Poussin. Mais vous voyez, vous reconnaissez le nom de famille, mais pas le prénom, parce que l'idée aussi pour Agnès Tornauer, c'est d'avoir féminisé, changé le genre de ces artistes. Donc vous avez Valérie Kandinsky, Estelle Manet, Pietra Mondrian, Katia Malevich par exemple, Edith Degas, Francine Picabia, Jacqueline Pollock, Jeanne Dubuffet, Joséphine Beuys, etc. Donc ça peut être amusant de jouer avec ces nouveaux prénoms, mais ça lui vient du fait que depuis qu'elle est enfant, qu'elle commence à lire, à fréquenter des espaces de musées, d'expositions. Son papa est architecte, sa maman est mélomane, vraiment grande amateur de musique. Et elle va avoir l'opportunité de découvrir très vite le contenu artistique à côté de la lecture et de l'écriture qui sont importants pour elle depuis qu'elle est enfant. Et ce qui va l'étonner, c'est qu'à un moment donné, elle va découvrir que le propos de l'histoire de l'art, la manière dont ces créations sont proposées, le sont souvent sous l'angle ou par l'aspect du masculin. Donc précisément, des artistes dominants, ce sont les artistes hommes. Et dans l'envie un peu de rétablir, si vous voulez, une forme de justice ou d'équilibre, elle va développer une série d'œuvres dans lesquelles elle vient donc féminiser ces artistes masculins qui sont en plus grand nombre que l'inverse. Je n'ai pas ici, mais j'ai lu, j'aurais dû noter, il y a quelques artistes femmes dont elle masculinise le prénom, mais la quantité est plus importante dans l'autre sens. Donc elle vient glisser ces prénoms sur l'origine du monde par rapport à ce clin d'œil en même temps à l'origine de la création. Et donc, les artistes qui sont initiateurs d'images, de représentations nouvelles dans le propos artistique. Donc, les nus, Agnès Turnauer va commencer à en peindre beaucoup dans les années 2004-2005. Ici, on a un travail de 2006, en venant donc directement s'inspirer, s'imprégner des grands maîtres de l'art moderne. Et puis, donc, elle resserre la lecture, c'est-à-dire elle recadre d'assez près et elle vient positionner ses corps sur des grandes toiles de coton avec une écriture, dit-on, assez fluide, assez rapide, avec l'usage de l'acrylique. Et parfois, en fait, elle accumule quantité de toiles qui restent déposées dans son atelier et elle explique que c'est quand elle a l'opportunité d'une exposition qu'alors elle peut aller jusqu'au bout, donc mettre la toile sur un châssis ou décider de la recadrer pour l'exposition, ce qui veut dire qu'il y a des travaux qui resteront jamais vus de la part du public ou qui ne sont pas, au moment où ils sont faits, destinés à être montrés comme ils le sont. Elle vient encore les modifier ou interchanger des composantes, ce qui montre bien que son travail n'adopte pas une intention définitive ou ne consiste pas à rejoindre voilà, un but qu'elle aurait défini au préalable. Donc la transformation, l'approche du temps et des modifications est essentielle dans ces recherches. Voilà, donc pour peut-être que vous découvriez les noms de manière plus lisible, on voit dans son atelier donc des grandes toiles qui sont, le fond est resté donc blanc, sur lequel, soit en rouge, soit en bleu, viennent alors se détacher les noms des grands représentants de l'histoire de l'art.
Donc, vous voyez en petit et en haut ceux qui sont les plus anciens, donc Véronique Vaneig, Barbara Bellini, Emma Giotto, Clotilde van der Weyden, Amélie Memling, Sandra Botticelli, on peut voir quoi, Stéphanie Sassetta, donc on est du côté, ah oui, Eva Bella Francesca, pour Pierrot c'est devenu Eva, Alberte Dürer, Suzanne Raphaël, etc. J'essaie de voir si on a un prénom féminin qui serait masculin. Henriette Matisse. C'est amusant de voir comment elle les dénomme. Angèle Bonnard. Non, ici, pour l'instant, je ne vois pas Jacqueline Pollock pour l'application. Ce sont tous des Sylvia Schwitters. Voilà, ça peut constituer en soi un travail. Vous voyez, plus la police s'agrandit, plus on va vers des artistes qui se rapprochent de notre époque. Voilà, un moyen, en quelque sorte, de figurer un développement spatial d'une temporalité, si vous voulez, par rapport à l'ensemble de ces différents représentants de grands moments, grands mouvements de l'histoire de l'art. Alors, par rapport à la dimension donc, de la figure et l'inspiration directe de la période de la modernité, voilà Manet, qui est aussi, vous vous en souviendrez, un des artistes qui a permis le glissement, le passage entre la tradition, la fin de sa inscription de l'art dans la tradition pour bousculer les conventions. Par exemple, supprimer la mise en perspective de l'espace, permettre à l'image de ne plus être dans la dimension d'une ressemblance qui reproduirait à l'identique, tel un miroir, le monde qui est devant nous. Donc, avec Folie Bergère, le bar aux Folies Bergères, ici, logiquement, chacun de vous a déjà pu observer ce tableau dans le cadre du cours d'histoire de l'art. Suzon qui est face à nous, au bord de l'image, dans cette immobilité, cette absence, témoigne d'une relation, d'une présence qui est signifiée par l'être masculin qu'on a de l'autre côté, dans le reflet du miroir, qui ne correspond pas à ce que nous devrions logiquement voir. Donc, tout ce qui a permis cette évolution de la peinture chez Manet, en fait, n'est pas repris dans le tableau d'Agnès Tourneur. En même temps, vous dire que je ne suis pas dans le respect juste du rapport d'échelle des dimensions, parce que le tableau d'Agnès est plus grand que celui d'Édouard Manet, et elle s'est concentrée sur la figure de la serveuse, donc de Suzon. Vous avez un travail plus en aplat, à travers la restitution des éléments qu'elle retient, et sur lequel elle vient de nouveau glisser ici un texte. Donc la peinture d'Agnès Tourneur s'appelle L'origine du monde, entre parenthèses, Folie Bergère, acrylique sur toile. Je m'en rapproche. Voilà. Et par endroits, si vous voulez, on a une possibilité de venir lire de façon très évidente le contenu du texte. À d'autres endroits, c'est beaucoup plus couvert ou se confondant avec des zones plus sombres. Je m'en rapproche encore un peu pour que voilà, vous puissiez lire un peu le contenu du texte. Donc, c'est un extrait dont je ne connais pas directement la provenance, mais je pense que vous pouvez arriver à le lire. L'idée, c'est que ce tableau ne pose pas un commentaire par le texte sur le contenu de l'œuvre de Manet. Elle en fait tout autre chose. Elle procède à une surimpression d'un texte, un texte qui est évolutif, on dit par rapport à une forme de développement assez jouissif de l'érotisme chez la femme. Donc, elle se sert de la position particulière de Manet par rapport à l'être féminin ou de Courbet par rapport à l'être féminin. Et dans cette fixité, cette immobilité du personnage, c'est comme si elle permettait de découvrir ce qui est de l'ordre de la relation beaucoup plus intime, puisque c'est ce qui se passerait au niveau de la jouissance du corps. Et dans une proposition de participation à la Biennale de Lyon en 2005, ben, vous avez le tableau
donc le régime du monde Folie Bergère qui est présenté. Vous avez juste à côté la toile avec l'ensemble des noms féminisés des grands représentants de l'histoire de l'art. Et sur l'autre mur, ce que j'ai compris comme étant l'effet qui est produit par le texte. Là où vous avez, si je remets le détail, il y a des endroits, donc vous voyez le mot qui passe au niveau de la tête, ici il ne peut pas se lire parce que la qualité, si vous voulez, de la couleur bleue vient se confondre avec la partie sombre de la tête. Par contre, à d'autres endroits, le mot se détache très fort parce que le contraste est puissant par rapport au fond clair sur lequel, par exemple, le jeu vient ici se placer, alors que, qu'est-ce qu'on pourrait lire la bouche, par exemple, ici, l'intensité du bleu se confond avec la valeur de la couleur qui est en dessous. Donc, vous avez un effet de cet ordre-là qui a éliminé la figure, éliminé la possibilité de lire le texte et qui devient simplement un rythme créé par des valeurs contrastées, donc de zones plus claires ou de zones plus foncées. Agnès Sornauer est fort interpellée par la manière dont le tableau interagit avec le regardeur. Donc là, on est juste dans des nuances qui sont placées à même la surface de la toile. Et Agnès Sornauer encore, par exemple, fait un petit clin d'œil à Manet en reprenant son tableau Olympia. Donc là, il porte le même titre, simplement avec la petite mention 2 à côté. Et pareillement, donc elle dit reprendre la même qualité de texte qui vient se superposer à la présence des deux femmes, donc la même modèle que dans Barre Folie Bergère, ici le corps totalement nu, posant. Et elle explique ce qui m'a beaucoup intéressé dans l'origine du monde Folie Bergère, dans le fait de l'associer à un texte, avec ce même texte ici pour Olympia. Ce qui l'a beaucoup intéressé, c'est la possibilité d'interroger, elle le dit à travers l'image, la notion de bisexualité psychique dont parle Mélanie Klein, donc, qui est une psychanalyste autrichienne. Agnès Sornauer, donc, elle aimerait penser qu'en chacun de nous, il y a cette mixité et qu'il serait beaucoup plus important de la reconnaître, donc, tantôt la partie plus féminine s'exprimant chez l'individu, tantôt sa partie plus masculine. C'est la raison pour laquelle elle valorise beaucoup la question du genre, où elle propose de découvrir donc, des glissements dans le genre. Et puis, elle dit aussi, quand un texte s'associe à la figure pour former le tableau, ce qui l'intéresse, c'est qu'est-ce qui émane d'un tableau, que projette-t-on sur lui, qu'est-ce qu'on investit dans la représentation, quel plaisir, y engage-t-on, qu'est-ce que la figure projette en retour. Donc le fait que nous soyons en relation avec une figure et que cette figure, j'allais dire, dans son immobilité du tableau ou dans son mutisme, est associée à un contenu textuel qui raconte, qui parle de ce qui est éprouvé dans le corps, des sensations qui peuvent être vécues, que se passe-t-il dans cette réception, dans cet effet que produit l'image? Je pense qu'on peut l'assimiler quand Gustave Courbet a montré pour la première fois l'origine du monde. Il y a eu une incompréhension, il y a eu un scandale que ces tableaux ont créé, comme Manet a créé aussi scandale, et cette idée de se sentir mal à l'aise en étant devant un nu et en étant vu en train de regarder un nu. Donc, comment se passe l'interaction avec la nature de l'image et ce que ça peut induire. Donc, Agnès Sornauer re-questionne cette relation-là et elle y associe donc, en plus d'une image qui pourrait appartenir à la modernité, donc être beaucoup moins choquante pour nous, le contenu d'un texte qui se superpose, qui vient surajouter à la réalité du contenu de la figure pour construire une image beaucoup plus complexe. Est-ce que ça va dans cette explication? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui souhaitent réagir? Ça vous semble compréhensible?
Alors, je continue. Ah, Mon- Anne, excuse-moi, Sébastien, Oui, j'ai le son souvent qui va et vient. Je ne sais pas si ce n'est que chez moi. Non, ah, ce n'est pas que chez toi. Ah, parce qu'alors je n'entends pas grand-chose de ce que tu dis. donc, il y a des coupures. Chez moi, oui. Et Et chez les autres, je ne sais pas. C'est Paolo qui dit aussi oui? oui, ça va, ça vient. Il y a des moments où tu es proche Ah et des oui, moments où tu es très très loin. D'accord. d'accord. Donc je Pourtant, n'ai je ne bouge presque pas. non, Donc, non, je mais sais. j'ai essayé de couper, de recommencer, mais ça ne donne pas mieux, en tout cas chez moi. Donc je ne sais pas. Je continue à t'écouter quand même, hein. Je vais voir, je peux peut-être tenter d'augmenter un Et petit peu. maintenant, je t'entends très bien, hein. Oui, mais j'augmente peut-être un peu mes volumes ici. Voilà, j'ai Oui, augmenté un peu le volume. Ça va mieux. mais oui, merci. De rien, mais non, c'est bien de le dire. Peut-être que ça va aider à ce que vous receviez le son d'une meilleure manière. Parce que là, je suis assise et je suis tout à fait immobile face à mon écran. Donc, Ben, on règle pour moi, c'est très bien. parfait. C'est Ça va bien. mieux, là, oui. Peut-être que le son était un peu trop faible. Oui, oui. J'ai augmenté. Est-ce qu'alors, pour l'instant, ça vous semble recevable, ce qui était formulé? Vous avez des réactions par rapport à ces premières images? Non? Pour l'instant, ça va? Ce que je ne comprends pas, c'est que tu parles de photographie, mais je me dis, elle ne se photographie quand même pas elle-même pour en faire un tableau. Elle se fait photographier Euh, dans celui, au tout début. oui, donc là, je reviens, hein, voilà. Par rapport à ça, par exemple, Oui, oui, oui. si, là, c'était le même. C'est-à-dire qu'il y a moyen de mettre sur l'appareil photographique un petit retardateur, Ah, on appelle d'accord. ça, retardateur. Donc, en Oui, fait, elle oui, programme son appareil, elle le oui, pose, oui. et puis à Ah, partir de ah ce oui, moment-là, elle d'accord. se met en situation devant son travail, le tirage se fait, et puis voilà, elle procède à Ah, à elle l'image. explique. D'accord. Donc, quand elle réalise ses autoportraits, peut-être que quelqu'un peut la photographier, hein, mais sinon, je pense qu'il est possible aussi pour elle qu'elle le fasse. Mais c'est vrai que je n'ai pas de précision. Est-ce qu'elle est auteure elle-même du concept de l'image? Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui photographie? Est-ce qu'elle a mis son appareil sur un pied et qu'elle a tout prévu pour avoir le temps de se mettre dans le contexte Hmm. de son atelier? Ça, je ne sais pas, mais elle pourrait le faire elle-même. En tout cas, c'est elle Ok, qui est là et elle pourrait le faire, mais quelqu'un d'autre peut être là pour la photographier aussi. merci. De rien. Après, dans les autres travaux, on n'était que dans la peinture, hein. Il n'y avait pas à ce moment-là d'usage de la photo, sauf je vous en avais montré par rapport à l'image autoportrait Nonciation avec la robe bleue qui faisait le lien à la Madonna del Parto la fois passée. Et là, il y a aussi l'apport donc d'une partie de son corps qui vient se placer autour du corps peint. Et là, il y a un tirage photographique qui nous donne une image qui est unifiée de son corps, où on voit son bras nu et la robe bleue qui est peinte sur la toile. Donc, elle a à plusieurs reprises associé sa propre présence par le biais de la photographie à un travail préalablement réalisé, formant tableau, qui se trouve dans son atelier. Je ne sais pas si le principe est bien compris à ce niveau-là. Si vous voulez, elle réalise un travail, elle réalise, je vais employer un mot simple, elle réalise un tableau. Et puis à un moment donné, dans le développement, dans la série, dans le développement, dans la réflexion qu'elle élabore à partir de ce tableau réalisé, elle se superpose à ce tableau, elle s'inscrit, elle s'incorpore dans ce tableau, mais pas en se peignant. Elle s'incorpore en se plaçant physiquement, réellement, euh, d'une façon, donc c'est-à-dire comme ici, traversant avec le corps à l'horizontale ou se mettant verticalement. Et il y a un tirage photographique qui fait qu'elle vient apparaître dans l'image photographique totalement intégrée à la peinture autour de laquelle, devant laquelle elle vient se placer. Et ça devient un autre travail en soi qui mêle la peinture et la photographie. Donc c'est un peu particulier cette façon d'interférer entre les différentes techniques pour à chaque fois renouveler la question de l'image, de la figuration, de la diversité des moyens et de rendre son propre corps, elle qui conçoit l'image, son propre corps actif
dans cette gestuelle au sein même du tableau qu'elle constitue. Donc tableau au sens large, hein, pas uniquement un tableau qui serait fait de peinture, qui devient un espace en soi. Donc, voilà, je reviens là où nous étions, là avec Olympia. Donc, pour resynthétiser un peu, si vous voulez, les propos, donc je vous disais l'essentiel pour elle, le point de départ, c'est son espace d'atelier qui est prioritaire. Et dans son espace d'atelier, il y a la création donc des tableaux qu'elle dit elle-même, le tableau devenant donc le lieu même de parole contemporaine. Donc, le tableau, elle élargit, si vous voulez, cette notion parce que comme elle parle de l'atelier qui est un espace dans lequel elle interagit, son propre corps, dans une part d'intimité, de nudité, qui va et qui vient par rapport aux travaux réalisés, où elle déplace ses propres travaux pour créer d'autres liens, le tableau lui-même aussi va devenir un espace, va être constitué de plusieurs choses. Il va devenir la résultante, si vous voulez, de différentes formes de relations entre des disciplines, des pratiques, des temps différents. Et pour elle, ce n'est pas le tableau qui est important, c'est l'espace que constitue le tableau qui devient le lieu de parole contemporaine. Donc, le travail du tableau, toute sa phase de création du tableau est une sorte de grand chantier ouvert, toujours en devenir. Je vous disais, ce qui est important pour elle, c'est qu'elle ne réalise pas un travail par rapport à une idée prédéfinie qu'elle devrait absolument rejoindre. Le travail doit rester ouvert, c'est-à-dire qu'il doit toujours être susceptible de se modifier. Mais quand je dis se modifier, c'est parfois être recoupé, c'est être recadré, c'est être associé à autre chose. Donc, il est toujours en devenir. Ça veut dire aussi qu'elle estime que son travail peut toujours être interprété. Donc, continuellement, on peut le lire, on peut l'interroger de multiples façons. Il n'y a pas une signification à extraire de son travail. Elle ne donne pas, si vous voulez, l'ensemble des clés de lecture de son travail, puisqu'il est fondamentalement un espace de parole. Il est fondamentalement un espace de questionnement, d'interaction. Et elle dit, elle s'intéresse plus au tableau, qui a un espace, qu'à la peinture. Quand on parle de la peinture, on se réfère plutôt à un matériau. Donc, le tableau est plus important parce que c'est un espace, c'est un lieu où quelque chose se produit, que le médium, la technique même de la peinture. L'espace du tableau, dit-elle encore, est justement le lieu de rencontre, d'interface, donc ce qui permet la communication, entre des médiums apparemment distincts. Donc, dans le tableau, peut se retrouver du dessin, de la photographie, de la peinture, même référence à la vidéo qu'elle pratique. Et pourquoi parle-t-elle d'un espace du tableau ou d'un lieu de parole? Parce que pour elle, le tableau a la capacité de faire parler entre, de mettre ensemble. Donc ça, c'est assez important de garder cette idée-là. Vous voyez, on quitte la notion simplement du tableau, c'est une surface sur laquelle on vient avec de la couleur produire une représentation, une figuration, un travail abstrait. Pour elle, le tableau, c'est un espace d'échange, c'est un espace de communication, c'est un espace de lien entre différents médiums qui peuvent être très, très éloignés simplement d'acrylique, d'huile qui serait placée avec des pinceaux sur un support. Donc, l'espace d'atelier est un lieu de déplacement, de confrontation, d'intensité sensorielle, de rapport à la présence de son propre corps. Et le tableau va fonctionner de la même façon. Le tableau est d'abord un espace qui permet de poser des relations nouvelles entre des médiums, d'interroger à sa façon, dans l'espace même du tableau, ce qui est de l'ordre de la complexité, de l'altérité de notre société aujourd'hui. On est dans cette dimension donc d'une forme, je dirais, communautaire ou d'unité, et c'est ça qu'elle essaye de transposer dans son travail. Donc, alors, elle dit aussi,
l'usage d'un médium ne suffit pas à catégoriser un travail artistique. Nous sommes contemporains, c'est vrai, d'une catégorisation des médiums telle qu'elle implique qu'on montre ou ne montre pas de tableau ou de peinture. Et je préférerais qu'on s'intéresse d'abord à ce qui est dit, plutôt que par quoi cela arrive. Il est vrai qu'avec la vidéo, avec la photo par exemple, qui sont des médiums plus actuels, plus mode, le look du contenant protège souvent de la question de la pertinence du contenu. Reste que cette multiplication actuelle des médiums rend la persévérance dans la peinture ou dans le tableau plus difficile, plus décisive aussi. Quelque part, Agnès Tourneur va souhaiter continuer à défendre l'usage du tableau à travers la création aujourd'hui. Mais quand elle regarde différents moments de l'histoire de l'art, par exemple, elle cite Marcel Duchamp, vous connaissez cette œuvre, le fameux Grand Verre, où la mariée est mise à nu par ses célibataires même. Elle dit ceci, le Grand Verre de Duchamp est un tableau dans lequel il n'y a pas de peinture. Donc, c'est un tableau, on pourrait dire, c'est l'espace d'un tableau. Il y a beaucoup d'éléments qui interagissent entre eux, il y a une circulation, il y a vraiment un espace de communication entre la partie supérieure et la partie inférieure. Vous vous en souviendrez, c'est aussi une manière pour Marcel Duchamp d'évoquer un dysfonctionnement dans la société, une incommunicabilité, une difficulté de relation entre la partie féminine et la partie masculine. Ce dispositif qui ne peut pas se rejoindre, qui est vraiment marqué par cette ligne de séparation, le fait que Marcel Duchamp quitte la peinture au sens traditionnel du mot, en même temps, il y a un petit peu d'huile, mais très peu. Vous voyez, il y a du plomb, du fil de fer, des feuilles de métal, des poussières, du vernis. Donc, elle se sert de ce moment en 1915-1923. Vous vous en souviendrez aussi, la période laquelle donc Marcel Duchamp a refusé uniquement l'approche rétinienne de l'art, se met à créer ces fameux ready-made. Et ici, on a un travail qui est évolutif, un peu faisant la synthèse de ses propos sur plusieurs années. Donc, ce qui l'intéresse dans ce grand verre, c'est que pour elle, à cet endroit-là, on est vraiment dans l'espace d'un tableau et pas dans le propos de la peinture. Donc ça, elle va continuer cette réflexion à travers son travail. Elle dira aussi, ça c'est un autre article que j'ai consulté, donc Agnès Tourneur ou la pratique de l'écart. En 2003, elle participe au Palais de Tokyo à une exposition et elle raconte un peu les éléments qui entrent dans ces questions, dans ces hésitations artistiques du moment. Et elle dit, l'histoire de l'art n'est plus linéaire. Elle ne s'offre plus à une lecture simple du fait de cette multiplication des médiums. Parce que l'artiste a à sa disposition multitude de médiums, comme elle le dit ici, le dessin, la photo, la peinture, la vidéo. Par la multiplication des médiums, l'histoire de l'art n'est plus linéaire. Donc l'histoire de l'art ne se lit plus, si vous voulez, sur une ligne du temps, avec la succession des écoles, des mouvements, des styles. Sa longitude, donc du point de vue du temps, est aujourd'hui presque annulée par sa latitude, donc du point de vue des médiums. L'histoire de l'art ne donne prise à aucune perspective unique, au point qu'il est même impossible d'identifier une avant-garde, dit-elle. Donc, on pourrait imaginer, moi je présente souvent les choses comme ça, après la Deuxième Guerre mondiale, après 1945, c'est comme si vous aviez une lecture qui doit se faire en étoile. C'est-à-dire qu'on a une quantité de propositions contemporaines, mais très diversifiées, d'autant plus que de nouvelles techniques sont à la disposition des artistes et qu'ils vont en jouer, qu'ils vont combiner ces éléments. Donc, on ne lit plus l'histoire de l'art comme une succession, comme un rapport purement linéaire, mais on en vient à l'envisager comme étant
une relation, je dirais, complexe et multiple des médiums. Ça veut dire qu'Agnès Tornauer, elle va penser l'histoire de l'art plus, elle le dira comme une géographie, comme un paysage, c'est-à-dire qu'elle va dans le territoire de la Renaissance, ou elle va dans le territoire de la modernité, donc elle se déplace dans des territoires plus qu'elle ne rejoint des époques d'un point de vue donc purement temporel. Ce qui fait qu'elle raconte qu'elle est donc toujours contemporaine. Elle est contemporaine d'un élément de la préhistoire, elle est contemporaine d'un élément de la Renaissance. Si vous voulez, elle voyage et elle va se poser sur un territoire qui est en fait une référence temporelle. Et elle vient donc jouer comme s'il s'agissait d'un déplacement de lieu, d'espace, et pas de temporalité. Elle est la contemporaine de la Renaissance ou elle est la contemporaine de la préhistoire, parce qu'à chaque fois qu'elle s'arrête devant un travail de cette période-là, elle réactualise le travail en l'interrogeant. Donc elle le ramène là où elle est. Elle a donc cette perception plus de la géographie que d'une histoire temporelle, ce qui explique la raison pour laquelle elle dit que l'histoire de l'art aussi n'est plus linéaire. C'est une autre manière d'envisager la relation aux choses. Donc quand elle dit « je suis une peintre préhistorique », comme elle avait écrit en 2001, à ce moment-là, elle dit qu'on a la possibilité d'aller de manière assez différente d'une étendue à l'autre et qu'on va élaborer dans son propre langage cette diversité multidirectionnelle. Donc, la dimension du temps change complètement à notre époque. La relation à la temporalité change complètement à notre époque. Donc, elle dit que l'histoire, elle la vit comme une géographie et comme un paysage. Quand elle regarde l'histoire de l'art, elle considère que c'est vraiment le regard posé sur l'œuvre qui est beaucoup plus important que l'époque à laquelle l'œuvre a été produite. Et dans ce sens, Agnès Tornauer va justement produire une série de grands tableaux. Vous en avez 3 ici sous les yeux, qui avaient été présentés à la Fondation Thalie à Bruxelles en 2020. Donc voilà, il y a très peu de temps. Vous voyez ces 3 tableaux à travers lesquels vous voyez probablement une association qui est proposée entre les continents, la vue des différents continents, et des corps, donc des figures. On a donc des têtes, on a des bras, on a des jambes, on a des parties de corps. Il y a une imbrication qui se fait donc, dans ce morcellement, dans cette fragmentation constituée par voilà, l'éclatement des continents. Donc il n'y a plus cette unité au niveau de la Terre, mais au contraire des écartements, et les corps qui viennent se superposer et même s'amalgamer à certaines formes des continents, plus un texte. Donc sur les 3 grands tableaux que vous avez sous les yeux, un texte ici en anglais vient s'y superposer. Et elle a appelé cette série, donc il y a 4 tableaux qui forment la série, elle a appelé cette série donc Land and Language, donc le paysage et le langage. C'est un travail, une série de peintures qu'elle a commencé en 2016. Elle les a réalisées en 2016 en fonction du contexte, je dirais, social et politique de l'époque. Elle disait avoir été très marquée par le problème de la crise migratoire. Donc, le fait de présenter des êtres humains par rapport à une situation, je dirais, géographique, et de sentir que la notion de la frontière que constitue l'individu, la frontière que constitue la limite d'un territoire, c'est un lieu de crise, dit-elle. Mais ça parle aussi du passage d'une langue à l'autre. Donc tout est pour elle question de dialogue, question d'échange, aussi entre le texte et l'image. Et au lieu... Pardon, Anne. Oui. Anne. Oui, Jacques. Oui, le son est de nouveau très mauvais. Ah bon? Oui. Pourtant, je ne bouge absolument pas. Je ne sais pas à quoi c'est dû. Voilà. Vous me refaites un petit signe hein, si ça ne va pas mieux. Ça a l'air bon maintenant. Très bien. Je me rapproche encore plus de mon micro alors. C'est peut-être ça. Je vais
j'ai déplacé le petit, voilà. Hop, je le mets comme ça près de moi, peut-être que c'est mieux. Voilà. Donc je disais, ce qui lui semblait intéressant, c'était aussi le dialogue qui se plaçait entre la figure, entre donc ce qui fait image figurée, et le texte. Et anciennement, chez les artistes des époques antérieures, il y a déjà eu ces grands sujets peints qui évoquent donc des moments de l'histoire. Par exemple, si vous vous souvenez, le fameux radeau de la Méduse de Théodore Géricault, qu'on pourrait tout à fait ramener à notre époque actuelle par rapport à la migration, à ces bateaux qui amènent ces hommes qui peinent parfois à trouver accueil sur certaines terres. Mais au lieu d'être dans une évocation de sujets très spécifiques, ici on reste dans une dimension d'anonymat. On pourrait citer Guernica de Picasso aussi. On avait cet événement, la guerre civile espagnole, qui était un moment très précis à Guernica. Et ici, Agnès Urnauer dépasse, si vous voulez, ces évocations de lieux ou de moments, et elle traite plutôt d'un regard assez universel, où l'actualité, pourtant, fait totalement irruption dans sa création. Et ce qui peut vous apparaître aussi, c'est qu'on a des découpes des personnages, un peu comme Henri Matisse pourrait le faire. Vous voyez probablement ces travaux quand Matisse utilise la paire de ciseaux qui vient découper ces formes, qui viennent trancher, par exemple, un corps jaune sur un fond bleu, où la forme devient une espèce de grande arabesque très simplifiée. Vous voyez le personnage sur celui qui se trouve à droite, je pense qu'il est assez lisible. Vous avez ces formes, donc cette épaule ou ce bras ou cette tête, cette chevelure, qui sont comme vraiment des surfaces simplement découpées et offertes par une ligne qui les cerne et qui permet d'articuler la relation sur la surface pour nous la rendre lisible. Après, il y a des rapports de couleurs, parfois qui s'harmonisent, parfois qui sont opposés et plus contrastés. Donc, on a une espèce de grande carte de géographie avec ces mots intégrés. Et là où on est en train en même temps de montrer les limites et de brouiller quelque part les frontières. Donc elle dit que la migration pose la question des corps et du langage. Les corps deviennent les limites politiques et symboliques de la langue. Elle pose aussi la question de l'identité, la question de la culture. Elle nous dit qu'emporte-t-on avec soi lors d'un exil? Que reste-t-il de notre identité qui est passée? Comment migrons-nous? Qu'emportons-nous quelque part de notre langue ou de nos références culturelles? Et je n'ai pas d'agrandissement, mais quand vous cheminez dans l'image jusqu'au mur du fond de la galerie, vous voyez qu'il y a un rectangle bleu, dont on voit qu'une partie, un rectangle rouge. Donc ça, c'est des formats beaucoup plus petits. En fait, c'est une seule pièce, une seule œuvre qui fait partie de la série Près d'elle. Donc les Près d'elle, c'était les petites, quand vous avez un polyptyque, chez les primitifs flamands par exemple, vous avez des petites scènes qui sont placées en dessous des panneaux principaux, qu'on appelle la prédelle. Elle reprend ce terme-là. Et ici, donc ces prédelles sont constituées d'une surface de peinture sur laquelle elle vient placer un mot. Et le mot, c'est border. Donc, le mot est coupé en deux, donc BOR sur le rectangle bleu. Vous avez réellement une séparation, un espace vide qui en même temps vient faire le lien ADER, DER, formant donc, le mot board qui vient s'associer à cette série concernant les pays et le langage. Donc le mot est articulé dans ces deux syllabes. La couleur change pour rejoindre l'autre syllabe. Le format est petit. Il y a un rapport d'intimité qu'elle privilégie avec ce type de format. Et il y a l'obligation d'avoir un espace vide qui fait le lien. Donc, pour Agnès Urnauer, le dialogue, l'interaction, le lien et la séparation sont inévitables dans le fonctionnement d'une société et qui touchent évidemment à l'épanouissement ou au contraire à la blessure ou à la déchirure, à l'abandon que peut vivre l'être humain. C'est comme ça qu'elle va le déployer. Et dans ce sens, le fameux tableau,
ce fameux espace de tableau donc, est un espace ouvert dont le prolongement réside dans la pensée, qui l'éveille chez son interlocuteur. Donc, nous qui sommes à un moment donné devant ces travaux, notre pensée s'éveille, donc ce qui fait que son tableau qui traite de l'espace de relation entre les cultures, les identités, l'altérité, vient en même temps nous interroger. Et elle reprend souvent cette phrase dans beaucoup d'articles qui parlent de son travail, et citer cette phrase de Blanchot, de Maurice Blanchot, « Pourquoi deux paroles pour dire une même chose ?» Parce que celui qui l'a dit, c'est toujours l'autre. C'est ça qu'exprime Maurice Blanchot. Et Agnès Tourneur dit que c'est une pensée qu'elle affectionne beaucoup. Donc, il y a soi et l'autre, ou il y a soi grâce à l'autre, ou il y a soi par rapport à l'autre, etc. Et dans un petit texte de Jean-Luc Nancy, qui reste quand même toujours là un peu sous-jacent, il disait ceci: je dirais que ces toiles, écrit Nancy au sujet du travail de Turner, sont du côté de la puissance. Puissance aussi bien active que passive, en attente de faire un monde, c'est-à-dire de le faire ou de le recevoir. Peut-être ne fait-on un monde qu'en le recevant et non pas en le fabriquant comme un objet, parce qu'un monde n'est pas un objet, c'est une possibilité de sens. Donc, l'espace du tableau est un espace en puissance. Il y a quelque chose que l'on peut élaborer parce qu'il est mis en œuvre par Agnès Tourneur ou parce qu'il devient un espace à travers lequel nous proposons justement une réflexion et que c'est là qu'il y a tout un ensemble donc, de sens, une possibilité de sens. Et Agnès Tourneur donc travaille cette ouverture, la nécessité de l'espace d'ouverture et comme elle disait, un lieu de parole contemporaine, là où justement la diversité de sens peut se retrouver et venir nous questionner à travers, à un moment donné, l'échange que nous avons avec sa création. On lui avait posé la question, pourquoi conserver l'usage justement du tableau? Alors, Agnès Tourneur avait formulé ça un peu différemment. Comment élaborer un rapport entre l'espace d'un médium, pour elle le tableau, et le monde? Qu'est-ce qu'on ouvre à partir de cet espace du tableau? Ou encore, comment le tableau se situe-t-il par rapport au monde? Et elle précise, la fin dont nous sommes les contemporains n'est pas celle du tableau, mais celle de l'abstraction. Ce travail du tableau, comme abstraction, est devenu impossible pour moi par rapport à la vie, à la ville, à la prolifération des médiums. Reprendre le travail du tableau, c'est élaborer un nouveau rapport à la multiplicité du monde. Et cette multiplicité s'intensifie dans la ville, nourrie de son flux incessant. L'atelier d'Agnès Tourneur se trouve en région parisienne, donc elle est à Ivry-sur-Seine, et ses grandes fenêtres d'un côté donnent, nous dit-on, sur la ville. Il y a des rails de chemin de fer qui passent juste à côté. On voit Paris à l'horizon, donc elle est vraiment très proche justement de cette intensification de la ville, du flux, comme elle dit, incessant, donc du fonctionnement urbain. Et c'est ce rapport à cette multiplicité que forme le monde qu'elle essaye de transposer dans le fait de préserver le tableau, mais le tableau constitué, si vous voulez, d'une multitude d'éléments. Donc le tableau est pour elle cet espace dans lequel elle va témoigner de sa manière d'être en relation avec la multiplicité du monde. Je vous mets sous les yeux une autre série de phrases qu'Agnès Tourneur a dites. Si je persévère dans le choix de ce médium, le tableau, donc vous entendez, ce n'est pas simplement une surface couverte de peinture. Le tableau est un espace multidisciplinaire. C'est dans le souci d'un autre rapport au dehors du monde. Je pense ce rapport comme un rapport de performance à l'espace, capable de reconvoquer le corps dans des parcours. Donc la raison pour laquelle on peut retrouver
une partie aussi de son propre corps, le corps des autres, son propre corps, à l'intérieur du tableau. Pour moi, le tableau élabore la traversée des choses. Il est littéralement mis en acte de la pensée. C'est donc du lieu propre du tableau, on parle de l'espace du tableau, du lieu propre du tableau ainsi compris, et contenu entre ses bords distincts, que la confrontation avec le monde devient la plus